Bonjour, on va parler de mauvaises décisions business. Et on va commencer par Blockbuster parce qu'en l'an 2000, ils ont décidé de dire non à Netflix. Et juste cette décision va détruire l'empire de la location de vidéos le plus puissant au monde à cette époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin des années 90, regarder un film, ce n'est pas une option, c'est limite un rituel. Le vendredi soir, si t'as le permis, tu prends ta caisse, tu vas chez Blockbuster, et le parking il est éclairé par des néons bleus, des murs entiers de jaquettes colorées. Tu fais le tour des rayons, les nouveautés sont parfois déjà prises, bon, t'es frustré, t'hésites, tu prends autre chose, et à la fin, tu passes à la caisse. Et on te rappelle la date de retour. Et tu sais une chose, c'est que si tu rends le film en retard, eh ben tu vas payer. Parce que Blockbuster, en fait, à ce moment-là, ce n'est pas juste une entreprise, c'est une habitude qui est collective. T'as plus de 9000 magasins dans le monde, t'as des milliards de dollars de chiffre d'affaires et t'as une marque qui est tellement dominante qu'elle définit en fait à elle seule la manière de consommer le cinéma à domicile. Mais ce qui fait en fait vraiment la puissance de Blockbuster, en fait, c'est pas la location en elle-même. Ce sont les frais de retard. T'as des centaines de millions de dollars qui sont générés chaque année par une seule contrainte, le temps. Et c'est frustrant pour les clients, mais pour Blockbuster, c'est une machine à cash parfaite parce que, à ce moment précis, Blockbuster, en fait, ils dominent pas seulement un marché, ils sont le marché. Ils sont lourds, ils sont installés, ils sont rentables, et surtout ça, ils sont convaincus, en fait, que rien ne peut vraiment les remplacer. Le problème, c'est que tout autour, le monde, en fait, il commence à changer. C'est-à-dire que pendant que Blockbuster règne sur les parkings et les centres commerciaux, c'est-à-dire dans le physique, il y a quelque chose qui commence à changer ailleurs, Internet. Internet progresse, les connexions elles s'améliorent, les usages commencent à évoluer lentement mais sûrement, et les gens deviennent de plus en plus impatients. Ils veulent éviter les déplacements, c'est compréhensible, ils veulent éviter les contraintes, aussi, et surtout ils veulent éviter une chose, c'est les pénalités. Parce que Blockbuster, en fait, il voit ces changements, mais voilà, de très très loin quoi. Leur modèle il fonctionne trop bien pour être sérieusement remis en question, et quand on gagne autant d'argent, le futur en fait ça paraît toujours pas loin mais abstrait. Tu vois. En face, il y a une entreprise qui est minuscule à l'échelle de Blockbuster, presque invisible, et elle s'appelle Netflix. L'an 2000, Netflix c'est pas une plateforme de streaming, c'est même pas une entreprise rentable. Netflix c'est un service de DVD envoyé par la poste. T'as pas de magasin, t'as pas de pénalité, t'as un abonnement mensuel simple, tu choisis ton film en ligne et tu le reçois chez toi. Tu le renvoies quand tu veux et le concept en fait il est très très séduisant. Mais économiquement c'est très fragile parce que Netflix perd de l'argent. Les marges elles sont très faibles, la croissance elle est incertaine et son fondateur Reed Hastings il comprend une chose très vite, c'est que seul, Netflix en fait va pas survivre très longtemps. En fait, Reed Hastings, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter un pari audacieux, il va demander un rendez-vous avec Blockbuster. En fait, l'idée, à cette époque-là, c'est pas de concurrencer frontalement le géant, mais c'est faire une proposition qui est simple. Blockbuster achète Netflix pour 50 millions de dollars, Netflix gère la partie numérique, et Blockbuster, il conserve son empire physique. Donc sur le papier, l'alliance, en fait, elle est logique. C'est-à-dire que Blockbuster, ils apportent la marque, ils apportent les clients, ils apportent la puissance, la manne financière, les milliards qui sont générés chaque année, tandis que de l'autre côté, Netflix, ils sont plus sur le futur, la technologie, la flexibilité et une vision de l'expérience client, tu vois, une autre vision en tout cas. Et quand Reed Hastings, en fait, il présente le projet, les dirigeants de Blockbuster, en fait, ils écoutent, ils comprennent le concept, et ils comprennent la proposition, mais surtout, très vite, il y a un malaise, en fait, qui s'installe. Parce que pour Blockbuster, Netflix, en fait, pose plusieurs problèmes. D'abord, le modèle économique. Netflix, il facture aucun frais de retard. Or, ces pénalités, en fait, représentent une part énorme du revenu de Blockbuster. Ensuite, t'as le canal. Envoyer des DVD par la poste, c'est lent, c'est peu fiable, et ça dépend uniquement d'Internet. Un outil qui, à l'époque, c'était encore marginal pour beaucoup de foyers. Et enfin, c'était l'autre problème, c'est la philosophie. C'est-à-dire que Netflix part de confort, de flexibilité, de suppression de contraintes. Sauf que lui, Blockbuster, justement, il repose sur ses contraintes. Donc changer ça, c'est pas innover. C'est se tirer une balle dans le pied. Donc à ce moment-là, en fait, Blockbuster ne voit pas un futur évident, il voit juste un risque inutile. Et donc la discussion elle touche à sa fin, et t'as les dirigeants de Blockbuster qui échangent quelques regards, et pour eux en fait la décision elle est claire. Netflix c'est intéressant, mais c'est pas essentiel. C'est certes innovant, mais c'est pas menaçant. Et après réflexion, la réponse elle tombe. Ils décident de dire non. Blockbuster refuse de racheter Netflix. Après ce refus, il n'y a rien qui change. Les magasins Blockbuster sont toujours pleins,
les parkings sont toujours bondés le week-end, et les rayons continuent à se vider le vendredi soir. Personne ne parle d'erreur, Netflix n'a pas été perçu comme une menace, et c'est juste perçu comme une curiosité. Tu vois, un concept intéressant mais très très marginal. Donc Blockbuster continue de faire exactement comme avant, ils ouvrent même des nouveaux magasins, ils optimisent leur stock, ils perfectionnent même le modèle qui existe déjà. Donc à court terme, le refus de Netflix en fait ça semble même la meilleure décision. Pourquoi changer quelque chose qui rapporte autant d'argent? Vraiment. Et donc pendant ce temps, Netflix ne disparaît pas. Eux ils retournent à leur bureau, vont bosser, ils retravaillent sur leur offre, ils simplifient même leur expérience. Donc pas de pénalité, pas de stress, pas d'horaire. Là où Blockbuster, en fait, il parie sur la masse. Et Netflix parie sur le confort. T'as deux visions du monde qui commencent à s'éloigner lentement, mais sûrement. Et à ce moment-là, personne ne parle encore de chute, mais la décision vient d'enclencher un mécanisme qui est invisible. Et donc les années passent, Internet devient de plus en plus rapide, les foyers qui commencent à s'équiper, les usages qui commencent à changer, et Netflix, en fait, observe attentivement ces signaux. Ils testent, ils expérimentent, ils cherchent pas à défendre leur modèle, ils cherchent juste à comprendre comment est-ce que les gens veulent consommer des films. En gros, le plus important, qu'est-ce que veut le client? Et Blockbuster, lui, il regarde ailleurs. Leur priorité reste la même, protéger le physique, protéger les magasins. Chaque innovation est évaluée à travers une seule question. Est-ce que ça menace le physique? Le résultat, c'est que chaque décision, elle est très lente, prudente, elle est défensive. Et Netflix, au contraire, n'a rien à protéger. Ils n'ont même pas de magasin, ils n'ont pas de parking, ils n'ont pas de rayon. Ils veulent juste bouger vite, à la vitesse d'Internet, et ils le font. Puis vient le point de bascule. Netflix prend une décision radicale. Investir massivement dans le streaming. Et à l'époque, si tu veux, c'est un pari fou parce que les connexions sont encore imparfaites. Les coûts techniques sont énormes et le modèle, il est incertain. Mais Netflix, il comprend une chose essentielle, c'est que le futur ne sera pas de posséder, il sera juste accessible. Ils acceptent de détruire leur propre modèle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à leur place. Blockbuster, de son côté, eux, ils hésitent encore. Ils testent, ils lancent des services hybrides, mais toujours avec un peu de retenue, tu vois. Ils veulent pas cannibaliser leurs milliers de magasins. Donc le temps presse, Netflix avance, Blockbuster temporise, et aujourd'hui, Netflix est présent dans plus de 190 pays online et vaut plus de 200 milliards de dollars. Blockbuster, lui, il déclare faillite en 2010. Il reste aujourd'hui qu'un seul magasin, une sorte de... comme un musée vivant d'un modèle qui n'existe plus. L'écart n'est plus économique là, il est culturel. Netflix a changé notre rapport au divertissement, et Blockbuster est devenu... lui, un souvenir. Et donc, en fait, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que Blockbuster, en fait, ils en avaient. C'est surtout pas un problème technologique parce qu'ils pouvaient investir. Blockbuster a dit non à une entreprise parce qu'elle menaçait directement la partie rentable de son business. Et ce non n'a pas coûté quelques millions, il a coûté un empire entier. Et dans l'histoire du business, les empires ne meurent pas toujours par un manque de ressources, ils meurent parce qu'ils refusent de sacrifier ce qui fonctionne aujourd'hui pour ce qui dominera demain. Et ce genre de décision, on va le retrouver partout, la tech, le sport. Ce sont les mauvaises décisions dans le business. Like, abonne-toi, et puis on se voit la semaine prochaine.